Oui, il y a des études sur le télétravail qui ont montré ça, qu'en télétravail, le plus efficace, c'est un leadership qui serait plus axé sur le résultat plutôt justement que sur la quantification de ce qui a été fait, là, donc, ou la surveillance Ouais, de le ce qui est contrôle. fait. Ouais, c'est ça, tout ça, c'est perçu comme très contrôlant. Donc, pour moi, c'est pas contradictoire avec, par exemple, un leadership plus transformationnel ou le leadership par le soutien à l'autonomie. Ce qu'il y a à la base du leadership par le soutien à l'autonomie, c'est que je suis axée sur la personne que tu es, sur ce dont toi, tu as besoin. Donc, ça veut dire que je vais pas aller contrôler. Puis quand je parle de contrôler le processus, c'est que c'est pas nécessairement, pour moi, le processus, c'est pas combien d'heures tu es assis devant ton ordinateur, combien de fois ta souris bouge Ouais, parce qu'on pendant sait qu'il y en a des logiciels comme ça de plus en plus. Il y en a, disons, on en entend parler. oui, parce que ce que les études ont montré, c'est que ça, c'est pas ça qui mène au résultat. Mhm. Donc, ce n'est pas bouger ma souris, c'est pas être assis devant mon ordinateur, c'est pas ça qui mène au résultat. Donc, ça, c'est pas le bon processus dans le fond. Vous écoutez La Talenterie, votre meeting du vendredi. Bon vendredi, bienvenue à ce nouvel épisode du podcast de La Talenterie. La Talenterie qui est un hub d'innovation et de réflexion sur le monde du travail. Je m'appelle Sarah Jodoin-Houle, je suis l'animatrice de ce superbe podcast où à chaque semaine on parle d'entrepreneuriat, d'innovation sociale, on parle du monde du travail ensemble. Et cette semaine, on va attaquer un sujet d'intérêt dans le monde du travail, du moins dans mon entourage professionnel à moi, parce qu'on va parler de motivation, de performance, du lien entre les deux. On va parler d'excellence aussi. Et pour en parler, j'ai vraiment la chance d'être accompagnée de Joëlle Carpentier, qui est une experte chercheure dans ce sujet. En fait, Joëlle, elle est professeure-chercheur à l'ESG, qui est l'École des sciences de la gestion de l'UQAM. Et puis, elle a un doctorat et un post-doctorat à l'Université de Montréal et à l'Université McGill, respectivement, en psychologie sociale, avec une spécialisation en psychologie du sport. Fait que dans le fond, ça fait écho là, à son background d'athlète émérite puis d'entraîneur élite là, en âge synchronisé. Elle s'est beaucoup intéressée à la relation entre l'entraîneur et l'athlète. Puis maintenant, ben, elle fait bénéficier de ses apprentissages, de son expertise, de cette relation-là, finalement, d'entraînement et de performance à des gestionnaires et à des organisations. Donc, elle a vraiment un triple parcours, j'ai envie de dire, donc académique dans le monde du travail et dans le monde du sport aussi. Elle a aussi eu plusieurs certificats et prix d'excellence, dont la meilleure thèse doctorale du département de psychologie puis de l'Université de Montréal. Donc, c'est vraiment quelqu'un qui sait de quoi elle parle. Puis vous allez le voir tout de suite, non seulement elle est très calée sur le sujet, elle est passionnée et ça paraît, puis c'est une excellente vulgarisatrice. Donc, bref, c'est une super belle conversation. Merci encore, Joëlle, d'avoir pris le temps d'en jaser avec nous. Juste avant de vous laisser la découvrir, je vous invite, si ce n'est déjà fait, à vous inscrire à l'infolettre de la talenterie. On envoie chaque semaine, si vous vous intéressez au monde du travail, des outils gratuits, entre autres, là, si vous êtes un employeur. On envoie aussi des articles de blog qu'on écrit. On vous partage nos meilleurs contenus, dont nos épisodes de podcast qu'on considère plus vedettes, du moins au moment où on envoie l'infolette. Bref, allez vous inscrire, ça prend 4 secondes et c'est sur latalenterie.com. Là-dessus, je vous remercie de votre écoute. Merci d'être là chaque semaine. Puis je vous laisse en compagnie de moi-même et de Joëlle Carpentier, professeur-chercheur à l'ESG. Merci, puis bonne écoute. Allô, Joëlle? Bonjour, Sarah. Merci tellement d'avoir accepté de prendre du temps pour venir sur un podcast de ressources humaines, jaser de tes recherches, de ce que tu fais dans la vie. Je suis vraiment très contente. Puis je suis certaine qu'il y a plein d'auditeurs aussi qui apprécient ta présence. Donc merci beaucoup.
Enfin, moi, j'ai envie de dire merci de faire des podcasts comme ça. C'est le fun de pouvoir rejoindre les gens puis d'échanger avec eux, là, même si c'est pas directement. Donc, merci de t'être lancé dans cette aventure. Ben, ça me fait vraiment plus que plaisir. Si tu savais le bénéfice qu'on en retire de parler avec des gens comme toi chaque semaine, c'est extraordinaire. Joël, souvent, j'entends, il y a beaucoup de parallèles à faire, évidemment, avec la performance. Il faut être motivé pour performer. Donc, toi, dans une nouvelle carrière, tu as poussé tes études. Et puis maintenant, tu fais bénéficier les gestionnaires de tes apprentissages scolaires, mais aussi sur le terrain dans le monde du sport. Veux-tu nous parler un peu de qu'est-ce qui t'a amené justement vers ce sujet d'intérêt-là? Le fait d'être dans ces deux milieux-là m'a permis de constater qu'il y avait beaucoup de choses en commun dans ces deux OK. milieux-là. Donc, c'est peut-être le deuxième point qui fait que je transfère maintenant mes acquis de la psychosportive vers la psychologie organisationnelle puis le monde des ressources humaines. Donc, le fait que dans les deux, dans le fond, un des grands défis qu'on parle de gestionnaire ou de coach, c'est de maintenir la motivation, en fait, des gens qui sont dans leur équipe ou sur leur gouverne, de maintenir la motivation sur le long terme pour les amener à un niveau de performance. Et puis moi, ce qui m'intéresse là-dedans aussi, c'est d'atteindre des hauts niveaux de performance tout en maintenant des hauts niveaux de bien-être, donc qui est un défi dans ces deux milieux-là. Donc, comment on peut s'assurer d'être motivé sur le long terme, atteindre un haut niveau de performance sans jamais sacrifier notre bien-être dans ce parcours-là. Puis ça, c'est un pari qui me semble, tu sais, ambitieux parce que, bon, moi, c'est pas scientifique, mon observation du tout. Tu pourras peut-être me challenger, mais souvent, quand on regarde des organisations qui ont des cultures de haute performance, c'est presque toujours, en tout cas de mon observation, au détriment de la santé mentale, de l'équilibre travail-vie des gens. Donc ça, j'imagine que c'est quelque chose que tu considères beaucoup. Puis toi, tu as observé que c'était possible, finalement, d'avoir les deux. Faut-tu redéfinir la performance pour pouvoir l'avoir? C'est tout à fait possible d'avoir les deux. Je pense que c'est pas tant qu'il faut redéfinir la performance. Je pense qu'il faut défaire des croyances. Il faut défaire des croyances, pas tant au niveau de la définition de la performance, mais plus au sujet des moyens pour atteindre la haute performance. Puis défaire ces croyances-là, là, autant dans le milieu sportif que dans le monde des affaires. Donc, on reproduit souvent des modèles qu'on a vus, qu'on a connus. Puis la croyance, elle est vraiment ancrée dans ces deux milieux-là, que le chemin vers l'excellence est un chemin où est-ce qu'on se sacrifie soi-même, sacrifie le bien-être dans un objectif qui est plus lointain, mais qui en vaut la peine. Donc, cette OK. croyance-là, elle est vraiment ancrée, puis il y a beaucoup de travail à faire parce que les études le montrent qu'on a le droit là, d'avoir les deux, que même on a plus de chances d'atteindre des hauts niveaux de performance dans la durée de façon constante si on a des hauts niveaux de bien-être aussi. Donc, mais c'est une croyance qui est vraiment ancrée. Puis c'est notre travail, je dirais, à nous, ceux qui font de la recherche sur le sujet, là, de la transmettre efficacement pour petit à petit défaire cette association-là. Fait que dans le fond, quand on parle de performance, c'est quoi, comment tu définirais la performance, disons, d'une équipe ou d'une organisation? Est-ce que c'est des résultats? Est-ce que c'est des projets qui se concrétisent? Comment on la définit? Ben, on peut la définir, une définition très de base, là, on est dans l'atteinte des objectifs. Tu sais. Donc, est-ce que nous, en tant qu'équipe ou nous, en tant qu'individu, on atteint les objectifs qu'on s'est fixés? Donc, ça, c'est une définition qui est très de base. Mais c'est certain que la performance ne se limite pas aux résultats qui sont observables. Donc, c'est beaucoup dans le processus. Donc, est-ce que je sais ce que ça me prend pour atteindre les objectifs que je me suis fixés ou qu'on s'est fixés en tant qu'équipe et organisation? Et si oui, est-ce que je suis en train de faire les bonnes choses au meilleur de mes capacités? Donc, est-ce que j'ai la conviction? Est-ce que selon même le regard de ceux qui m'évaluent, est-ce qu'au jour le jour, on fait ce qu'il faut pour atteindre les objectifs? Après ça, il peut y avoir plein de choses qui vont faire que peut-être qu'on les atteindra pas, peut-être qu'on va les dépasser. On peut même dépasser nos objectifs des fois en donnant pas une performance qui est si grandiose, puis c'est pas super gratifiant non plus. Mm-hmm. Donc, il y a vraiment quelque chose d'en définir qu'est-ce qu'on s'attend de nous au quotidien, qu'est-ce que moi je m'attends de moi, qu'est-ce que moi ça prend pour être fière, pour sentir que je me suis dépassée,
sentiment de dépassement personnel aussi, c'est super important autant que la perception des autres, là. Donc, dans le dépassement, la croissance, l'effort constant, dans rencontrer les moyens qu'on a mis en place tous ensemble, là. Donc, la performance s'évalue beaucoup plus sur le processus que sur le résultat, mais ça reste qu'on a le droit de souhaiter un résultat. OK. Fait que c'est le comment on travaille ensemble. Est-ce qu'on se donne finalement collectivement ou individuellement tous les outils ou les chances nécessaires d'atteindre justement ce niveau de performance-là, mais pas sur le court terme seulement, avec une perspective de long terme. Fait que j'imagine que t'intègres des choses là-dedans qui sont liées à prendre soin de soi, à gérer un peu les horaires de travail, la déconnexion, des choses comme ça dans les moyens. Ben ça, c'est beaucoup des moyens de maintenir le bien-être alors qu'on a une quête de performance. Donc, on peut avoir, on a à côté notre quête de la performance. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour être satisfait de moi? Puis après ça, on a aussi qu'est-ce qu'il faut que je mette en place pour que j'aie un cadre qui me protège. Donc, souvent, c'est ça l'important aussi, là, c'est de savoir mettre en place un cadre qui nous protège de nous-mêmes, là. Donc, quand on est dans un milieu qui nous stimule, c'est pas toujours de la faute des autres, dans le fond. Quand on est dans un milieu qui nous stimule puis qu'on en veut davantage, c'est contre nous-mêmes là aussi qu'il faut se protéger. Donc, les choses que tu as nommées brièvement, pour moi, ça fait partie des moyens qu'on peut se mettre en place. Encore là, ces moyens-là, ils varient là, d'une personne à l'autre. Là. Donc, c'est beaucoup dans l'importance de trouver nos propres moyens. Puis, on a l'environnement dans lequel on évolue aussi qui a un grand impact là, sur la quête de la performance et du bien-être. Oui, ben parlons-en justement de cet environnement. Qu'est-ce qui fait en sorte que l'environnement est plus, mettons, prolifique justement à un bien-être commun puis à l'atteinte d'objectifs de performance collectif? En fait, moi, mes travaux de recherche s'appuient sur une théorie dont peut-être que certains ont déjà entendu parler. Là, elle commence à être de plus en plus connue dans le monde des ressources humaines. Donc, c'est la théorie de l'autodétermination. Je dis qu'elle commence à être de plus en plus connue. Scientifiquement, là, les chercheurs travaillent sur cette théorie-là là, depuis 45-50 ans. Donc, c'est pas une nouvelle théorie, mais elle commence à être suffisamment peut-être mâchouillée pour que les gens commencent à la connaître et la comprendre. La théorie de l'autodétermination, en ce moment, c'est pas mal la théorie. Puis quand on parle de théorie, là, c'est pas comme quand on parle de théorie du complot, là. C'est pas quelque chose qui dit ça peut peut-être être ça. Là. En science, une théorie, c'est vraiment un cadre qui a été établi comme solide. Donc, ce que cette théorie-là postule, et c'est la théorie la plus puissante pour la motivation humaine dans différents domaines. Donc, autant dans le sport que dans le milieu du travail, pour être dans un environnement qui favorise le fonctionnement optimal. Fait que le fonctionnement optimal, c'est la fameuse combinaison. Je performe à mon plein potentiel puis je suis bien. Donc, on peut le résumer à ça. Il faut qu'on ait 3 besoins psychologiques qui soient satisfaits idéalement à tous les jours, dans toutes nos tâches, dans tout ce qu'on fait. Donc, c'est les besoins d'autonomie. Donc, premièrement, donc le besoin d'autonomie, je répète toujours là que c'est pas le besoin de tout faire toute seule, c'est pas ça. Le besoin d'autonomie, c'est le besoin de sentir qu'on a les 2 mains sur le volant de notre projet. Donc, je peux prendre des décisions, je peux participer aux discussions, je peux être entendue, je peux être acceptée comme je suis. Donc, tout ça, ça rentre dans l'autonomie. Ensuite, on a le besoin de compétences. Donc, c'est sentir qu'on a ce qu'il faut pour être bon dans ce qu'on veut faire. Ça, c'est le besoin de compétences. Puis, le besoin d'affiliation, qui est le besoin de sentir qu'on est connecté aux gens autour de nous ou à quelque chose de plus grand que nous. Des fois, c'est les gens. Des fois, c'est l'organisation pour laquelle on travaille. Des fois, c'est la mission. Donc, quand on est dans un environnement où on se sent autonome, compétent, puis affilié aux gens autour de nous, bien, on a pas mal les 3 nutriments là, pour nous permettre d'être à notre meilleur. Oui, puis quand on parle, mettons, j'aimerais ça qu'on les regarde un par un puis qu'on donne un peu des exemples de qu'est-ce qu'on peut faire comme organisation ou comme individu, tu sais, pour augmenter un peu nos chances d'être bien puis de performer, comme tu le mentionnes. Fait que quand on parle d'autonomie, tu sais, est-ce qu'il faut que ça aille jusqu'à, tu sais, choisir ses tâches dans le quotidien ou est-ce que ça peut être des petites décisions sur, par exemple, comment je travaille ou dans quel ordre est-ce que je fais mes tâches?
ça peut être des petites choses. Donc ça varie vraiment en fonction du poste qu'on occupe. C'est certain qu'il y a des postes qui viennent avec plus de latitude que d'autres. Okay? Donc, ça veut pas dire que parce que j'ai un emploi, des fois, on a des emplois qui sont très régulés, réglementés à cause du domaine dans lequel on est. Si on travaille, par exemple, sur une chaîne de montage, je peux pas aller à mon rythme, là. Les pièces passent devant moi. Donc, ça veut pas dire que c'est impossible. Donc, la latitude qu'on a varie beaucoup d'un poste à l'autre, mais est-ce qu'à l'intérieur de cette latitude-là, je peux être entendue, je peux contribuer? Donc, ça varie d'un poste à l'autre, mais des exemples qu'on peut avoir, c'est effectivement, même si j'ai un poste qui est très régulé, par exemple, si je remarque qu'il y a quelque chose qui fonctionne mal, est-ce que j'ai quelqu'un que je peux aller dire, est-ce que je vais être entendue? Si j'ai une idée pour optimiser le processus, est-ce que sont les bienvenus ou on va me demander de me taire puis de retourner faire ma tâche? Est-ce qu'il y a de la place pour prendre des initiatives ou il n'y en a pas? Puis on a des postes là qu'on a une plus grande latitude. Donc oui, dans certains postes, ça va être est-ce que je peux, par exemple, choisir l'ordre dans lequel je fais mes tâches si c'est pas important l'ordre, tu sais, si elle n'est pas régulé. Est-ce que dans mon poste, je peux me lever le matin puis dire moi aujourd'hui là, j'ai vraiment envie de prioriser ça, je vais y aller avec ça. Plus tard, je ferai l'autre tâche. Donc est-ce que c'est vraiment tout dans la marge de manœuvre à l'intérieur de ce qui est réalistement possible? Donc, laisser la marge de manœuvre, laisser prendre des initiatives. On rentre aussi dans le besoin d'autonomie, le fait d'expliquer les raisons derrière nos décisions. Donc, quand on dit, ben c'est de même parce que je te l'ai demandé, puis tu le fais, puis je suis ton boss, ça, c'est l'autonomie que ça brime. Donc, si on a c'est rare que c'est motivant, ça, on s'entend. Exactement, parce qu'on sent à l'inverse de l'autonomie, c'est se sentir contrôlé. Hein? Donc, tu prends pas, t'as pas confiance en mon intelligence. Faut juste que j'obéisse. Puis ça, c'est très contrôlant. Sentir qu'on doit juste obéir. Donc, ça se peut qu'on n'ait pas de marge de manœuvre, mais qu'on a un patron qui prend quand même le temps de nous expliquer pourquoi on n'a pas de marge de manœuvre, pourquoi c'est comme ça. Et là, je choisis par moi-même d'endosser ce que je fais. Même si j'ai pas de marge de manœuvre, je dis, OK, c'est vrai que ça fait du sens, je vais le faire. C'est vrai que là, je peux pas en ce moment, on peut pas combler, on peut pas accepter les idées de tout le monde. Donc, ça fait partie de l'autonomie. Puis aussi le fait une dernière façon de le faire, un peu importe le poste, c'est d'être capable de reconnaître la perspective, les sentiments de l'autre, ou, tu sais, donc avoir un patron qui peut reconnaître. Aujourd'hui, on a une grosse journée, là, c'est vrai. Donc, on n'a pas beaucoup de marge de manœuvre, on est serré dans l'horaire. Je sais que je vous en demande beaucoup aujourd'hui. Ça fait partie aussi de l'autonomie, parce qu'il reconnaît qui on est. On n'est pas juste un pion, encore une fois, qui est là. Donc, ça peut être dans ces différentes sphères-là. Donc, on voit qu'on n'est pas obligé d'être travailleur autonome pour avoir de l'autonomie. Ben justement, ça faisait un peu écho à la prochaine question que j'avais envie de te poser parce que tu parlais, puis je me disais, moi, depuis que je suis à mon compte, tu sais, c'est sûr, j'ai l'impression d'avoir plus d'autonomie, puis j'ai toujours été quelqu'un de très automotivé, tout ça, mais là, c'est comme un next level. Par contre, quand je regarde des personnes dans mon entourage qui n'ont pas la même personnalité que moi, eux, ce niveau d'autonomie-là, ça les stress puis ça leur cause l'anxiété. Fait que j'allais te demander, est-ce qu'il y a comme une limite qui peut... Pas une limite, mais est-ce que, tu sais, l'autonomie, il y a des cadres ou des besoins qui peuvent varier en fonction des individus? Parce que ça peut faire l'effet contre-productif si on en a trop d'autonomie. Oui, en fait, c'est sûr que, tu sais, c'est encore une fois, là, faut être sûr de ne pas mélanger tout ce qui est autonomie, indépendance, laisser faire, tu sais. Donc, l'autonomie, c'est vraiment dans ce qu'on est, dans nos tâches. Mais l'autonomie est danse toujours conjointement avec une autre dimension là, qu'on appelle la structure. Donc, c'est avoir un environnement qui est aussi suffisamment structuré, structurant pour nous permettre de se sentir compétent. Donc, si on arrive dans un endroit où est-ce que les consignes sont pas claires, on sait pas vraiment ce qu'on attend de nous, c'est quoi ici les règles pour que ça fonctionne, qu'est-ce que j'ai le droit de faire, qu'est-ce que j'ai pas le droit de faire, qu'est-ce qu'on attend de moi, c'est pas exactement mes tâches, c'est pas trop clair. Ça, c'est des environnements où on manque de structure, puis c'est dur de se sentir compétent là-dedans, tu sais, parce qu'on sait pas si on rencontre les attentes, on sait pas, on n'a pas nécessairement les outils, tu sais, quelqu'un qui nous dit, ben là, je te conseille de commencer par faire ça, après ça, après ça. Ça, c'est des outils pour devenir compétent dans notre travail. Donc, tu sais, pour revenir à ta question d'origine, il y a des contextes ou des emplois qui viennent avec plus ou moins de structure aussi. Donc, ça se peut qu'il y ait des gens qui
qui préfèrent ne pas être travailleurs autonomes comme toi tu fais parce que pour eux, c'est trop. Il y a trop de choses à faire. Je ne serais pas capable de m'auto-structurer pour arriver à être bon là-dedans. Donc, c'est cette combinaison-là ensemble. Donc, tout le monde a besoin de combler son besoin d'autonomie, mais la façon de le combler diffère d'une personne à l'autre. Donc, toi, ça se peut que ce soit en ayant un grand terrain de jeu, pas de clôture autour, comme ça, tu peux courir partout. Puis il y en a qui vont dire, ben moi, j'aime ça qu'il y ait une clôture autour, mais laisse-moi courir, par exemple, à l'intérieur de ma clôture. Puis je m'en ai juste terminé, tu sais, un peu pour rebondir sur, comme tu dis, le fait que c'est différent d'une personne à l'autre. Il y a des personnes qui se retrouveraient travailleurs autonomes qui se sentiraient très contrôlées par les stress. Aussi, les demandes du fait d'être travailleur autonome. C'est le fait il y a souvent un plus grand stress financier ou des fois on a des employés sous notre gouverne, donc se sentir contrôlés par leurs besoins, leur plaire à eux autres, les garder en poste. Donc, tout est vraiment une question de perspective. Donc, vraiment de se rappeler que on a tous les mêmes besoins, mais que où ça devient plus compliqué pour les gestionnaires, c'est que c'est vrai que la façon de les satisfaire peut varier un peu d'une personne à l'autre. Ben, c'est très, très pertinent. Puis on aura l'occasion sûrement de revenir sur ce point-là des gestionnaires. Là. J'ai d'autres questions pour toi. Mais avant, si tu veux bien, peut-être on pourrait passer aussi au sentiment de compétence. Tu as fait plusieurs ponts entre entre le sentiment pas le sentiment. Le besoin d'autonomie. Voilà, merci. Entre le besoin d'autonomie puis le sentiment de compétence. Pourquoi c'est important? Ben, ça semble logique, mais à quel point, mettons, c'est important de se sentir compétent? Puis qu'est-ce qu'on peut faire pour se sentir plus compétent? Bien, tout comme les autres. Les trois besoins sont également importants. Donc, on ne peut pas dire, là, il y en a un qui prime sur les autres. Donc, ils sont également importants. Le besoin de compétence, c'est celui qui est souvent le plus évident. Hein. Tu sais, pas grand monde qui se lève le matin en disant aujourd'hui, j'ai envie d'être poche. Tu sais, c'est correct, je vais aller le faire. Donc, on a envie de réussir des choses. Les façons de le faire, j'ai parlé un peu de la structure, tu sais, offrir une structure qui est claire, nommer nos attentes, nommer c'est quoi les règles, le code de conduite à l'intérieur de l'entreprise. Qu'est-ce qui se passe si on y arrive pas, si on le respecte pas, tu sais, aussi connaître les enjeux, les conséquences. Si vous êtes gestionnaire dans certains domaines, que ce soit les conséquences soient régulières, cohérentes, les mêmes d'une personne à l'autre, tu sais, puis je parle de certains domaines, encore une fois, peut-être plus réglementés. Ça fait partie du sentiment de compétence? Oui, comme ça, tout est prévisible. Tu sais, quand c'est prévisible, on sait ce qu'on a besoin de faire pour être compétent. Tu sais, on peut s'imaginer dans une classe à l'école ou à la maison avec nos parents quand on était plus jeunes, tu sais, si des fois ils se fâchent, des fois ils se fâchent pas, des fois il y a une conséquence, des fois il n'y en a pas. C'est comme un peu difficile de savoir qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour être bon dans cette classe-là ou pour que mes parents soient satisfaits à la maison, tu sais. Donc, quand c'est constant, ben c'est prévisible. Ah, j'ai fait cette gaffe-là, je sais ce qui va arriver, je sais pourquoi, bon. Donc, cette prévisibilité-là, la structure, ça rentre là-dedans. Le fait d'offrir des ressources pour que les gens soient compétents aussi. Donc, de quoi tu as besoin pour bien faire ton travail? Est-ce que je suis en mesure de te le donner? Donc, ça rentre aussi dans la compétence. Être capable d'accompagner nos employés dans leur progression aussi. Donc, est-ce que je te demande des choses qui correspondent au niveau où tu es actuellement? Et quand tu deviens plus compétent, est-ce que j'augmente aussi les tâches, les responsabilités ou le niveau de difficulté? Parce qu'en même temps, avoir des tâches qui nous sont confiées qui sont toujours sous notre niveau de compétence, mais ça nous fait pas sentir compétent. Ça fait sentir que notre compétence, elle est pas reconnue. Donc, ça, c'est tous des aspects qui rentrent dans la satisfaction. Puis justement, par rapport à la compétence, tu l'as nommé un peu, les gens veulent se développer, puis tout ça. Fait que dans le fond, j'imagine qu'il y a quelque chose dans trouver on dit des fois en anglais, le just right challenge, là. Fait que, tu sais, un défi qui est pas trop difficile pour continuer de se sentir compétent, mais qui fait qu'on actualise nos compétences, puis qu'on a l'impression, justement, qu'on se développe, puis qu'on se maintient à jour, dans le fond. Exactement, oui, c'est ça, hein, tu l'as très bien nommé puis illustré, c'est clair, tu sais, si on donne un défi qui est trop élevé, ben on génère de l'anxiété,
une perception d'incompétence. Puis par le défi qui est trop élevé, c'est dans la nature des tâches, mais c'est aussi des fois dans le deadline qu'on donne. Hein? Donc, on le vit beaucoup dans le milieu de travail de dire, ben je suis capable de le faire, mais ce sera pas dans 2 heures. T'sais. Donc, si on rencontre jamais les échéanciers, ben on n'atteint jamais la compétence. Il y a toujours des gens insatisfaits. Fait que ça, c'est notre sentiment de compétence que ça peut affecter. Donc, c'est ça. Il y a combien de temps je te donne pour le faire? Est-ce que je te donne le matériel concrètement? Est-ce que je te donne l'accompagnement? Tu sais, c'est la première fois que tu fais la tâche. Est-ce que je suis disponible pour t'accompagner, t'enseigner, te donner des trucs ou est-ce que quelqu'un est disponible pour t'accompagner? Donc, vraiment rester dans cette zone-là. Si c'est trop, on vit de l'angoisse. Si c'est pas assez, on se sent sous-stimulé puis on sent que notre compétence n'est pas reconnue. Puis pour pouvoir justement mesurer ça ou avoir des conversations autour de ça, ça serait quoi les meilleures approches? Est-ce qu'il y a des études qui ont été faites, par exemple, sur la pertinence des plans de développement de compétences? Est-ce que c'est de se mettre un cadre en place pour se forcer à y parler ou c'est plus dans la relation entre, exemple, le gestionnaire puis l'employé? C'est dans pas mal de choses. Hein. À la base, c'est dans la relation, c'est certain. Donc, si on a une relation qui est suffisamment proche, accessible, on va être capable de se le dire, puis de se le nommer, puis de questionner. Juste le fait d'être accessible, ça peut aider à la compétence aussi, là, de sentir que j'ai quelqu'un que je peux tendre la main, qui va être là. Donc, ça peut en faire partie. Dans notre approche de développement de talent. Donc, il y a quand même de la variabilité dans les approches de développement de talent, mais c'est certain que juste d'en avoir une approche de développement de talent, ça l'aide à la perception de compétences. De quelle façon le développement de talent est fait et géré, de quelle façon je vois mes employés. Est-ce que pour moi, le développement de talent, ça concerne seulement quelques-uns, mes exceptionnels que j'ai identifiés, puis eux autres, je vais essayer de les développer à leur maximum, puis les autres, ils feront leur tâche, puis ils sont pas contents, ils quitteront. Tu sais, ça, c'est une approche de développement de talent. On en entend parler des fois des approches même recommandées quasiment là, dans certains livres de gestion que j'ai lus qui font un petit peu mal au cœur. Là. Exactement. Tu sais, je veux dire, heureusement, ça semble s'essouffler un peu, là, mais tu sais, on a entendu, c'était la marche à suivre pendant plusieurs années. Les up or out, là. Exactement. J'arrête pas de dire des anglicismes, là, mais c'est ça qui me vient en tête, là. Ouais, c'est ça beaucoup, je pense que c'est beaucoup amené par Jack Welch, là, dans le temps, avec l'approche GE. Donc, oui, ça, où j'ai une approche qui est plus inclusive. Est-ce que le but, c'est de développer tout le monde à son plein potentiel? Donc oui, ça peut passer par l'approche de talent, ça peut passer aussi par la rétroaction. Donc moi, j'ai un grand pan de ma recherche qui est sur la rétroaction optimale. C'est certain que la rétroaction, ça fait partie de ça, de comment amener à la compétence optimale, de comment juger en même temps du niveau actuel de compétence et donc quel devrait être le prochain défi ou les prochaines tâches que je te confie responsabilité. Donc, ça passe par plusieurs choses qui rentrent, tu sais, tant qu'à moi, beaucoup dans la relation aussi, dans la définition des tâches. Donc, ça touche plusieurs activités en ressources humaines. Ouais, puis tu sais, tantôt on parlait de est-ce qu'on peut avoir trop d'autonomie, mais là je vais te poser un peu la même question. Est-ce qu'on peut trop pousser quelqu'un à développer ses compétences parce qu'on veut pas tous évoluer au même rythme? Tu sais, il y a des gens, puis même dépendamment on est où dans notre carrière ou dans notre vie, tu sais, il y a des moments où on est peut-être moins dans j'ai envie de me développer dans ma carrière, puis on est plus dans c'est mes compétences, exemple de parents que j'ai envie de développer ou j'ai des passions à l'extérieur du travail qui me nourrissent, tu sais, davantage. Comment on peut un peu laisser place justement à cette diversité de profils-là qu'on peut avoir dans l'entreprise? Pour moi, ça revient exactement à ce qu'on dit il y a quelques minutes, là, à trouver, je vais faire comme ça, je vais me permettre un anglicisme, mais le sweet spot, tu sais. Donc, quelqu'un qui est dans cette phase-là de sa vie, pour moi, ça veut dire qu'il est quand même soit débordé ailleurs ou ça que dans le travail, il a besoin d'une zone de confort en ce moment. Donc, si j'en donne trop, je crée de l'anxiété. Donc là, je m'en vais vers un défi qui n'est plus optimal. Donc, et ça peut être de discuter aussi avec cette personne-là de qu'est-ce que tu viens chercher au travail en ce moment, puis de savoir, tu sais, ça reste que le travail, la plupart d'entre nous, là, passons entre 32 et 40 heures par semaine. Admettons, la norme, c'est à peu près celle-là, la norme minimale. Donc,
de venir au travail, faire le strict minimum, je pense que ça concerne une minorité, mais de ne pas vouloir, pour le moment, plus de responsabilités, plus de tâches, ça, je pense que ça se peut. Donc, c'est d'avoir le poste qui est approprié à ce besoin-là. C'est là que si on est en haut ou en dessous, ben, on est aux besoins de compétences. OK. Puis pour ça, c'est de générer des conversations, c'est le plus possible aussi de laisser de la place, parce que des fois, on peut pas non plus... tu sais, il y a certains endroits où il y a des processus très normés, par exemple, puis fait c'est de faire attention peut-être un peu à cette rigidité-là, c'est ce que j'entends. Oui, puis ça rentre aussi dans quelle est notre vision. Ben, je rentre développement de talent, développement, évaluation de la performance aussi là-dedans. C'est des occasions de discussion aussi. Donc, de quand on est en discussion de développement de talent, puis qu'on pense pas que c'est seulement quelques élus qui doivent être développés, mais c'est aussi des discussions qu'on a. Donc, voici actuellement où on en est. Où est-ce que toi, tu souhaiterais être? Où est-ce que moi, je pourrais te voir? Est-ce que c'est cohérent? Est-ce que ce l'est pas? On se donne combien de temps pour faire ça? De quoi tu as besoin en ce moment pour te sentir compétent, stimulé? Donc, ces discussions-là, rencontres-là, d'une manière qui laisse de l'autonomie à la personne aussi de s'exprimer. Donc, donc, on revient un peu avec l'autre. Puis là, quand je dis ça, là, je suis pas en train de dire qu'il faut que ce soit toujours du sur-mesure pour nos 100 employés là, qu'on a. Là. C'est pas nécessairement possible, mais c'est d'avoir des radars, d'avoir le radar aiguisé, de juste, quand on a en tête les 3 besoins, là, ça l'aide beaucoup de quand on regarde l'être humain qui est devant nous puis qu'on sent qu'il y a quelque chose qui cloche. Tu sais, je recommande souvent de dire, imaginez les gens là avec 3 lumières en haut de leur tête, une pour chacun des besoins. La lumière est-tu verte, jaune ou rouge? Tu sais? Si tu sens qu'il y en a une qui est jaune ou rouge, ben de l'adresser ou de se demander qu'est-ce que je peux faire, qu'est-ce que je dois faire pour que cette lumière-là redevienne au vert. J'adore cette image-là, puis c'est très simple en même temps, tu sais, c'est très imagé, fait que là, de développer ce réflexe-là, puis de le faire développer aux gestionnaires, j'adore l'idée. Juste pour finir la boucle aussi, puis je trouve que ça fait le pont avec ce que tu parlais là, au niveau de justement mettre en place cette j'allais dire, ambiance de travail-là, ce cadre-là, disons, ces discussions-là dans l'entreprise. Le troisième, c'est le sentiment d'affiliation. Donc, c'est justement la communauté ou les gens qui sont autour de nous. Veux-tu nous en parler un peu plus en détail de celui-là? Oui, donc c'est vraiment le fait de sentir connecté à des personnes, à une organisation, à une entité au travail. Puis ça, la précision là, que j'aime dire, c'est que ça veut pas dire ici là, que tout le monde est extraverti puis veut courir les 5 à 7 en grosse gang. Là. Donc, c'est pas ça le besoin d'affiliation. Donc, il y a des gens qui ont besoin de cette vie sociale-là active pour sentir qu'ils connectent, pour avoir du plaisir. Donc, il y a des gens qui sont comme ça, effectivement, qui ça fait du bien, ces événements sociaux-là, puis qui ont besoin d'être dans une entreprise où on a cette vie de groupe-là, cette vie sociale-là. Mais on a aussi des gens qui sont plus introvertis, mais qui ont quand même besoin de sentir qu'ils sont une part importante d'un groupe. Donc, peut-être que autres, leur connexion passe avec leur patron. Donc, sentir que je suis une personne importante pour mon patron, que si je viens pas travailler un matin, il y a quelqu'un qui le remarque, puis il y a quelqu'un qui va demander comment je vais, tu sais. Donc, c'est ça. Ouais, la base quand même, quand on a un humain, là. Exactement, mais de se sentir suffisamment reconnu, de sentir que ça fait une différence que ce soit nous ou quelqu'un d'autre, tu sais, qui soit assis sur notre chaise, pas juste pour nos compétences, mais pour la personne qu'on est, de se sentir quand même impliqué dans l'équipe. Donc, ça peut être avec une personne, ça peut être sentir qu'on a une personne d'importance au travail, puis que quand on y va, ben ça nous fait bien plaisir de pouvoir prendre notre dîner avec cette personne-là. Pas besoin d'être une grosse gang en cafétéria pour me sentir bien, mais je sens que je connecte avec une ou des personnes au travail. Donc, ça en fait partie. Il y en a on est plus dans les activités sociales ou le team building qu'on connaît un petit peu plus traditionnellement. Mais ça peut être vraiment aussi de sentir que je fais partie d'une organisation, que je fais partie d'un projet. Donc, que je suis une personne importante pour ce projet. Fait qu'on peut être connecté aussi à un projet, à une organisation, à une mission, à une cause. Ouais, c'est ça. Oui, exactement. La mission de notre entreprise ou une cause plus grande.
Donc, on est un groupe qui travaille sur l'avancement de cette cause-là. Puis je sens qu'on est tous ensemble là-dedans. Puis ça me fait du bien à mon sentiment d'affiliation. Donc, c'est vraiment des connexions. Mais la nature de la connexion, la quantité de connexion, encore une fois, ça varie d'une personne à l'autre. Oui, puis là, c'est un peu en redéfinition avec le télétravail. J'imagine que tu te fais poser la question souvent. Tu as déjà nommé que de rallier des gens à une cause, à un projet, de faire sentir aux gens que s'ils sont pas longs, leur marque, tout ça. Bon, ça, c'est toutes des choses qui peuvent se faire à distance. T'as-tu d'autres, idées de trucs à mettre en place ou de choses à faire attention, encore plus, disons, en télétravail? Oui, bien, c'est sûr que ça a été la question là, des 2 dernières années et demie. Là, les gens pensaient beaucoup à ce besoin-là, puis à comment arriver à le satisfaire. Donc, on a vu de tout dans les entreprises. Donc, les gens ont essayé un peu de tout. Puis, tu sais, mon conseil était souvent, continuer à essayer. Continuer vraiment à essayer, à continuer à montrer. Tu sais, que ça variait, là. Bon, il y en avait qui prenaient du temps au début de chaque meeting, un tour de table pour savoir comment ça va. Tu sais, tout le monde, puis on n'est pas dans le long et personnel. Là, j'ai vu, il y en a qui me disaient juste, on demandait à tout le monde de mettre un emoji qui représente comment ils vont. Puis on reconnaissait là, que l'emoji était oh, OK, c'est une dure journée pour toi aujourd'hui, Sarah. C'est bon, on le sait, on l'a noté. OK, toi, tu me sens top shape, t'as une bonne nouvelle à nous partager, tu sais. Donc, il y en a que c'était aussi simple que ça. C'est sûr qu'on a eu les pauses café ensemble, tu sais, des choses Les fameuses 5 cassettes, je sais pas si t'en as vécu, c'était pénible. Ça, ou des soupers de Noël sur Zoom, là. Oh my God! Exactement. Tu sais, on essayait, on savait plus trop quoi faire. Hein? Fait que les gens ont essayé. 5 à 7, bon, les deux qui se parlaient fort sur Zoom étaient peut-être contents, puis les autres n'arrivaient pas à se parler parce que c'est pas les gens qui vont prendre la parole devant tout le monde, tu sais. Il y en a qui ont mis les 5 à 7 avec les possibilités de se créer un breakout room à côté, tu sais. On va aller jaser les deux. Si on a envie de passer du temps un petit peu plus ensemble. Le fait d'envoyer des cadeaux des fois à la maison, tu sais, qui est comme une attention de on continue de penser à vous. Le fait de justement, si on a un employé qu'on sent que c'est un petit peu plus dur à distance, quand même envoyer quelque chose qui est une attention. Prendre le téléphone, des fois, pour en appeler, plutôt que de se connecter sur Teams, sur Zoom. C'est ce qu'on a vu pour le travail à distance aussi. Il y a des gestionnaires qui me disaient, ben moi, je fais ma tournée dans la journée, je prends le temps d'appeler tout le monde un moment, puis c'est pas pour checker s'ils sont devant leur ordinateur, c'est juste pour dire comment ça va, as-tu besoin de moi, y a-t-il quelque chose qui te manque aujourd'hui? À tous les jours? Oui, il y en a qui faisaient ça dépend de la grosseur de leur équipe aussi. Oui, là, c'est pas mais sûr. c'est quand même une belle discipline parce que ça peut aller vite qu'on oublie de le faire, puis on est dans les meetings. Tu sais, quand t'as les gens proches, tu passes dans le corridor, c'est une chose, là, mais de prendre le temps d'appeler, là, bravo à ce gestionnaire. Oui, ben c'est ça, quand je disais écouter, de continuer à essayer ce qui marche dans votre contexte d'entreprise, mais de reconnaître que les gens sont tout seuls chez eux puis qu'il faut quand même qu'on se sente tous connectés, tu sais, des rappels au quotidien de notre mission, je vous rappelle, c'est dur d'être à distance, mais en ce moment, on travaille parce qu'on veut faire une différence là-dessus. Tu sais, en ce moment, on veut que tel projet avance, tout le monde, parce que, je vous souhaite encore, parce que, blablabla, je vous souhaite une bonne journée. Donc, de prendre le temps puis connecter réellement, là. C'est ça que je veux dire, c'est pas envoyer ou mettre une réunion à tous les matins que les gens ont l'impression qu'elle sert à rien. Tu sais, donc, vraiment avec l'intention. Puis on peut être, j'imagine, en tout cas, on peut être très fake en présentiel, puis très, très en surface, puis avoir une relation en profondeur à distance aussi, là. Fait que j'imagine que la sincérité, la vraie bienveillance, puis la profondeur de la relation doit avoir un impact aussi. L'authenticité, vraiment, c'est ça que les gens veulent sentir. Tu sais, c'est une connexion qui est réelle, qu'on veut sentir. C'est pas juste je fais quelque chose parce que c'est pour ça qu'il y en a aussi qui déplorent, par exemple, certaines activités de team building. Ils vont dire, ben c'est pas une fois par année parce qu'on s'en va courir dans le bois tout le monde ensemble qu'on est connectés, tu sais. Donc, mais ça fait partie d'une série d'activités ludiques, puis juste parce qu'on prend le temps d'être ensemble, là, ça peut nourrir. Donc, c'est vraiment l'intention qu'il y a en arrière, puis c'est pas juste pour cocher une case. Tu sais, l'affiliation, on coche pas une case. Tu sais, on s'intéresse
à ce que l'humain sente qu'il fait partie vraiment de quelque chose. Est-ce qu'il y a un pont à faire avec justement le sentiment d'affiliation puis tout ce qui est des bonnes pratiques en inclusion? Tu sais, donc, on a parlé beaucoup d'équité, diversité, inclusion dans les dernières années. Est-ce que tu sens que ça peut faire une différence positive sur ce sentiment d'affiliation? Est-ce qu'il y a des observations qui sont émanées du croisement des deux sujets? En fait, ça peut faire une différence sur les 3 besoins. Tu sais, c'est ça aussi qu'il faut réaliser et garder en tête. Donc, c'est sûr que pour l'affiliation, ça peut aider à sentir que tout le monde est connecté, tout le monde est important, tout le monde. Donc, l'affiliation, c'est peut-être le plus évident. Et quand on parle de compétences aussi, il y a beaucoup de politiques en EDI. Ce qu'elles visent, c'est à te donner les ressources dont tu as besoin pour être compétent. Donc, quand on a des gens qui ont des besoins particuliers, ils ont besoin de ressources différentes pour être compétents dans leur travail. Donc, dans l'espèce de diversité, équité, diversité, inclusion dans les 3, on a ça. Donc, comment est-ce qu'on fait et comment est-ce qu'on s'assure que certains groupes, leurs compétences soient reconnues aussi. Donc, on n'est pas juste dans les besoins particuliers, on est juste que certains groupes, leurs compétences soient reconnues à juste valeur aussi. Donc, ça fait que je peux voir pour ça. Puis l'autonomie, on se rappelle que oui, on a l'autonomie d'action, mais on a l'autonomie d'être aussi ce qu'on est. Donc, et d'être accepté comme ça, d'être entendu comme on est, que les autres personnes soient capables de prendre notre perspective et de regarder la situation de nos yeux à nous. Donc, ces politiques-là peuvent aller toucher aux 3 besoins. Et c'est pour ça qu'elles sont aussi importantes, parce qu'on a tous, de façon universelle, partout sur la planète, on a ces 3 besoins-là. Oui, puis il y avait des études qui mesuraient justement que les entreprises qui étaient plus inclusives étaient plus performantes. Puis comme à l'habitude, je les ai pas top of my head, mais je pourrais mettre des liens dans la description du balado. Est-ce que selon toi, c'est justement pour ça, pour ce que tu viens de nommer, que c'est directement lié? Okay. Oui, c'est ça. C'est sûr que moi, je regarde la réalité dans le monde du travail avec mes lunettes de la théorie de l'autodétermination, parce que c'est ça mon expertise puis mon intérêt. C'est sûr qu'on a entendu parler de synergie, de coopération, de créativité. Donc, quelqu'un qui utilise un autre cadre théorique va probablement étudier d'autres types de bénéfices. Mais c'est certain que quand on parle de 3 besoins, motivation, bien-être au travail, le lien... Il y a des ponts à faire. Il y a des ponts à faire, oui. Tantôt, je t'ai dit, on reviendrait aux gestionnaires. Puis j'ai envie qu'on en parle. Quel genre de gestionnaire ou quel style de gestion colle le plus, disons, avec les bonnes pratiques de la théorie de l'autodétermination? Est-ce qu'il y en a des meilleurs ou des moins bons? Tout à fait. Oui, il y en a des meilleurs, des moins bons. La théorie de l'autodétermination, quand on regarde le leadership, il y a 2 grands styles qu'elle va mettre. Elle va parler d'un style qui soutient l'autonomie, où on parle plus maintenant aussi même un style général qui soutient les besoins, là. Mais à l'origine, ça s'appelait être un leader qui soutient l'autonomie des gens autour. Donc, c'est effectivement adopter des comportements qui sont généralement empathique, descriptif plus qu'évaluatif, où on partage l'information, des comportements, où est-ce qu'on favorise la prise d'initiative, où est-ce qu'on favorise l'échange d'idées. Donc, c'est un leadership par le soutien à l'autonomie qu'on appelle, et son opposé était le contrôle. Donc, le style plus contrôlant. Donc, ça, c'est des patrons qui vont utiliser souvent les ordres, la culpabilité, la menace, leur position d'autorité pour arriver à leur fin. Donc ça, c'est les grands styles de leadership. On les connaît peut-être un peu moins là, que les leaderships transactionnels, transformationnels. Oui. La littérature a fait le pont là, quand même entre le style de leadership soutenant l'autonomie et le transformationnel. Donc, il y a plusieurs points en commun entre les deux, là. Donc, si vous êtes plus à l'aise avec cette nomenclature-là, il y a beaucoup de ponts à faire entre les deux. Une chose est certaine, c'est que ce sont des leaders qui sont axés sur la personne plutôt que sur le résultat ou le produit final. Donc, accent encore une fois sur le processus. Quand on parle d'être axé sur le processus, ça veut pas dire encore une fois que le résultat est pas important. Ça veut dire que le résultat est la conséquence du processus. Donc, ça, sur quoi j'ai le réel contrôle, c'est le processus puis l'humain qui fait le processus et non pas sur quantifier les résultats. Ça, c'est la conséquence, après d'avoir bien fait les choses.
OK, intéressant. Puis, tu sais, des fois, on parle de plutôt parler de résultats. Tu sais, ces temps-ci, entre autres, on l'entend là, quand on parle de la semaine de 4 jours, de dire qu'on va arrêter de mesurer les heures ou comment on travaille, on va juste, tu sais, parler de résultats, ce qu'on veut, c'est atteindre des résultats. Qu'est-ce que tu penses de ça? Est-ce que ça dépend, est-ce que ça peut quand même s'appliquer dans certains contextes? Ou? Oui, il y a des études sur le télétravail qui ont montré ça, qu'en télétravail, le plus efficace, c'est un leadership qui serait plus axé sur le résultat plutôt justement que sur la quantification de ce qui a été fait, là, donc, ou la surveillance de ce qui est fait. Oui, c'est ça. Tout ça, c'est perçu comme très contrôlant. Donc, pour moi, c'est pas contradictoire avec, par exemple, un leadership plus transformationnel ou le leadership par le soutien à l'autonomie. Ce qu'il y a à la base du leadership par le soutien à l'autonomie, c'est que je suis axée sur la personne que tu es, sur ce dont toi, tu as besoin. Donc, ça veut dire que je vais pas aller contrôler. Puis quand je parle de contrôler le processus, c'est que c'est pas nécessairement, pour moi, le processus, c'est pas combien d'heures tu es assis devant ton ordinateur, combien de fois ta souris bouge pendant Oui, parce qu'on sait qu'il y en a des logiciels comme ça de plus en plus. Il y en a, disons, on en entend parler. Oui, parce que ce que les études ont montré, c'est que ça, c'est pas ça qui mène au résultat. Donc, ça n'est pas bouger ma souris, c'est pas être assis devant mon ordinateur, c'est pas ça qui mène au résultat. Donc ça, c'est pas le bon processus. Dans le fond, c'est comme ça que je le mettrais. Donc, quand on parle d'être axé sur les résultats en télétravail, c'est de dire, ben, qu'est-ce que je peux réellement observer? Donc, c'est pas juste nécessairement, on s'était dit que on aurait fini tel dossier à telle date. Là. Ça se peut qu'il y ait des embûches qui sont pas reliées au fait que tu n'étais pas devant ton écran. Là. Il peut y avoir plein d'autres choses. Mais c'est quand même de se dire, bon, on avait ça ensemble comme objectif. Qu'est-ce qu'on avait besoin de faire réellement pour arriver à ça? Puis, est-ce qu'on y est arrivé? C'est pas en termes d'heures, c'est pas en termes de quantifier, c'est en termes des fois d'investissement, des fois c'est en termes de faire les bonnes actions. Donc, qu'est-ce que tu as fait, Sarah, pour essayer d'arriver à temps? T'sais, avec notre client attendait telle partie du dossier, telle date, est-ce qu'on y est arrivé ou pas? Puis, est-ce que tu as fait ce qu'on avait besoin? C'est-à-dire, si je demandais telle partie à tel moment, est-ce que c'était envoyé? Est-ce que quand tu avais besoin d'aide, tu venais vers moi? Est-ce que tu étais capable de solliciter les membres de ton équipe pour avoir du soutien? Est-ce que est-ce que tu es allé demander les ressources financières qu'il fallait que tu aies demandé ou tu l'as pas fait? Donc ça, on n'est pas dans tu étais combien de temps devant ton ordinateur? On est encore axé sur le processus, mais des actions qui sont réellement liées au résultat. Après ça, ils n'ont pas des actions qui sont pas liées au résultat, parce que c'est ce que les études démontrent, que toutes ces choses-là qu'on essaie de mesurer par la surveillance, c'est pas ça qui est lié au résultat. Ouais, ben même, tu sais, côté santé mentale ou, tu sais, mais même si on regarde juste le sentiment d'autonomie, je suis convaincue que ça le brime, là, quand t'as l'impression que Moi, j'ai travaillé dans un centre d'appel quelques années, là, en début de carrière. C'est quelque chose, là, tu sais, sur l'estime personnelle puis le sentiment de liberté. Ceux qui font ça toute leur carrière sont faits forts, là, vraiment, là. Ouais, c'est que sinon, ça s'est un peu réduit à des indicateurs. Tu sais, donc, et on est tous plus que des indicateurs. Exact, ouais. Puis c'est pas ça qui sert le mieux non plus les clients ou les gens, là. C'est pas une culture nécessairement qui est la meilleure pour l'entreprise non plus. Tu as parlé aussi dans les médias, je te cite dans un article que j'ai lu, je crois que c'était de la presse, La Révolution au travail. Tu disais, ceux qui ont mis le refus de travailler des travailleurs sur le dos de la PCU pendant la pandémie ont fait des raccourcis et sont passés à côté de quelque chose. Ce qui s'est passé était bien plus qu'un simple calcul, c'était une prise de conscience collective. En référant justement à peut-être certaines cultures qui sont un peu plus toxiques, j'imagine. J'ai envie de t'entendre sur ce sujet-là. Qu'est-ce qui s'est passé dans les dernières années puis que les travailleurs sont plus prêts à accepter? Oui.
En fait, ce que je veux dire en tenant ces propos-là, c'est que c'est facile de mettre, bon, puis c'est pour mettre en contexte, là, c'est un peu justement à savoir avec le fait que certaines personnes avaient choisi de ne pas retourner au travail, ou que on était aussi dans le courant de la grande démission à ce moment-là, au moment de l'article La Révolution au travail. Donc, beaucoup de gens qui choisissaient de quitter leur emploi. Là, maintenant, la grande démission, on a encore une grande intention des gens de changer d'emploi, mais depuis la grande démission, on a entendu parler du grand regret. Donc, les gens qui ont Oui, changé d'emploi, qui maintenant disent finalement, c'était pas si plus beau ailleurs. Puis là, dans les dernières semaines, on entend beaucoup parler de la démission silencieuse. Donc, des gens qui disent, non, finalement, je vais rester là, mais je vais faire un peu, je n'aime pas parler du strict minimum, mais je vais me limiter à ce qu'on a convenu dans notre contrat de travail en termes d'heures, en termes de tâches. Bon. Pourquoi je prends le temps de faire un survol de ça? C'est que pour moi, ça rentre tous, c'est des symptômes de d'autres choses. Donc, la même chose en disant, parce qu'on a payé les gens pour rester chez eux, maintenant, ils veulent plus retourner au travail. La plupart d'entre nous, là, on souhaite travailler à différents niveaux, là, parce qu'on a d'autres contraintes dans la vie, là. Et si on va pas au travail, par exemple, les mamans qui décident de rester à la maison à élever les enfants, elles ont aussi ce souhait-là de se sentir utile, de se sentir bon dans ce qu'on fait, de croître, d'apprendre. Donc, la tendance naturelle des gens, ce n'est pas l'inaction. La tendance naturelle des gens, ce n'est pas rester chez eux à attendre que le temps passe. Quand on en arrive là, habituellement, c'est qu'il y a quelque chose dans notre environnement qui est venu éteindre quelque chose chez nous. Parce que la tendance naturelle, c'est ça. Tu sais, les enfants, on n'a pas besoin de leur promettre du gâteau pour qu'ils jouent. Ils veulent jouer, ils veulent découvrir, ils veulent apprendre des choses. Donc, c'est ça notre tendance naturelle toute la vie. Donc, c'est ça que je veux dire, que c'est de faire un raccourci. La PCU, là, elle a rendu personne riche, là. C'était pas, on atteint le niveau de salaire plafond qu'on n'a pas besoin de plus pour être heureux. Donc, c'est pas ça qu'elle faisait aux gens. Ce que ça l'a permis de faire, je pense, la pandémie, la PCU, tout ça combiné, c'est de prendre un recul. C'est de regarder ce qu'on était ou ce qu'on faisait, puis de se dire, est-ce que c'est encore ça que je souhaite? Puis étant pris dans un rythme effréné, plusieurs personnes le savaient dans le fond de leur tête, mais n'avaient peut-être pas eu le temps de regarder leur vie, regarder leur relation avec le travail. Donc, je pense que ce recul-là, que la pandémie, avec toutes ses particularités, nous a permis d'avoir, c'est le recul pour regarder ce qu'on fait, notre relation avec le travail. Est-ce que c'est vraiment notre équilibre de vie? Est-ce que c'est vraiment ça que je souhaite dans ma vie? Parce que maintenant, j'ai un peu le luxe, de regarder, peut-être de pas retourner exactement dans mes chaussettes d'avant. Parce que notre lieu physique a été déplacé, parce que nos tâches, des fois, ont été revues, parce qu'il y a assez d'emplois pour que je me permette de changer d'emploi maintenant. Donc, c'est tout ça que je voulais dire. Donc, la prise de conscience collective, elle avait débuté avant la pandémie, là. Les écrits sur la santé mentale au travail sont extrêmement présents depuis au moins 10 ans, là. Donc, ça fait au moins 10 ans que c'est très, très, très présent. Mais c'est que les statistiques sont très préoccupantes aussi, puis ça s'en va pas sur le bon sens, comme on dit là, en bon québécois, là. Exactement. Donc, t'as raison, c'est ça que je veux dire, parce que c'était très présent avant. Les chiffres étaient pas plus encourageants avant, puis sont pires maintenant. Donc, on a cette souffrance-là qui semble, c'est ça que la pandémie a épuisé nos ressources aussi à cause de d'autres choses. Donc, ça a été épuisé dans les ressources d'adaptation, de stress. Donc, on était dans la peur, dans le stress, dans l'adaptation pendant une longue période. Donc, ça a grugé beaucoup de nos énergies comme êtres humains, mais le travail aussi. Donc, ça fait longtemps qu'on est là-dedans. Pendant la pandémie, il y en a qui ont laissé trop le travail entrer aussi à la maison dans toutes les heures. Donc, bref, tout ça fait que là, on est à un moment où les gens en masse, donc c'est pour ça qu'on parle de phénomène, là, tu sais, donc quand on parlait de la grande démission, c'est qu'il y a une masse de gens qui l'ont fait en même temps. Donc, on parle d'une masse de gens qui commencent à porter un regard différent sur leur travail ou qui ont enfin le temps. Tu sais, les gens, on entendait aussi plus longtemps le dire, il va falloir un moment donné que je change quelque chose, là, ça ne pourra pas durer tout le temps. On l'entendait beaucoup.
Fait que là, ils ont eu l'opportunité. Donc, c'est ça que je veux dire par une prise de conscience collective de quelle place je veux donner. Continue avec justement ce qu'on voit beaucoup sur les réseaux sociaux, tu l'as nommé, t'as dit le bon terme en français, la démission silencieuse. On entend parler de quiet quitting beaucoup, puis c'est justement exactement ce que tu dis, c'est une prise de conscience puis une remise en question de OK, attends un peu, là, tu sais, oui, j'ai de l'ambition, parce qu'il y a des médias qui parlent de crise de l'ambition. Je pense pas que c'est ça. Puis dans ce que tu disais, puis je vois que tu fais le nom de la tête. C'est ça. On n'est pas là-dedans. On est plus dans OK, je veux être performant, mais pas au détriment de ma santé. Oui. Puis pas au détriment de mon équilibre travail-vie. Exactement. Puis je veux pas l'ambition à tout prix. C'est ça que je veux dire par. C'est pas l'ambition, c'est juste que les gens ils disent. Avant, je me questionnais pas, puis je voulais le prochain poste. Puis là, il y a un peu de. Dans le fond, est-ce que je le veux vraiment? Donc, c'est pas une crise d'ambition. Pour moi, c'est pas qu'on est devant une génération qui n'a pas d'ambition, là. Fait que ça aussi, pour moi, c'est un raccourci que j'aime pas du tout. Fait que c'est pour ça que je faisais non, parce que j'étais d'accord avec toi. Mais c'est pour ça, tu sais, au début du podcast, je disais souvent, j'observe dans les organisations, quand il y a beaucoup de culture de performance, tu sais, il y a des impacts sur la santé mentale, tout ça. C'est peut-être pas les bons mots, mais c'est un peu cette, tu sais, quand on est à la course, mettons, il y a beaucoup de valorisation, de grimper de niveau, de faire beaucoup d'heures, tu sais, c'est comme ça qu'on définit la performance comme organisation. Ça, j'ai l'impression que les gens sont... Ça parle moins, là, de, tu sais, c'est ça. Il y a comme vraiment un changement social qui s'observe puis qui s'observe dans les sondages aux employés puis dans les conversations qu'on a aussi dans les organisations. Puis ça, quand c'est discuté, c'est une affaire. Mais justement, dans la notion de démission silencieuse, il y a le côté silence. Est-ce que tu penses qu'il est un peu insidieux ou que les organisations auraient avantage à dire, OK, tu sais, je vais être proactif parce que je veux pas dans un contexte social qui fait que les gens se requestionnent. Fait que nous, comme organisation, qu'est-ce qu'on peut faire pour s'adapter? Qu'est-ce que tu penses de ça? Oui, c'est certain que le terme silencieux fait quand même peur, tu sais, quand on est un gestionnaire, mettons, de dire, mon Dieu, est-ce que ça se passe dans mes employés, puis je le vois pas, je le sais pas, tu sais, fait que il y a ça qui est épeurant. Je pense qu'il est pairé, moi, je le vois un peu qui est là pour tempérer le mot démission, parce que les gens démissionnent pas vraiment, tu sais, dans le fond, fait que c'est, je ressens pas, c'est comme les gens le perçoivent comme un désengagement, peut-être plus que comme une démission, là, dans le fond. Mm-hmm. Encore là, c'est aussi, moi, face au désengagement, dans la démission silencieuse, j'ai envie de mettre un bémol, tu sais, de dire, pour certains employés, c'est probablement un désengagement. Et eux, ça, c'est plus inquiétant, autant pour eux que pour l'entreprise, parce que s'ils se désengagent de leur travail, ça peut quand même vouloir dire qu'ils trouveront moins d'occasions de stimulation, de croissance et de bien-être. Mm-hmm. Donc ça, je le vois comme quelque chose qui, pour eux, sur le long, est un signal qui devrait réellement se questionner. Alors que pour d'autres, c'est pas un désengagement, c'est un rééquilibrage. Tu sais, c'est de dire, justement, mes désirs avant étaient peut-être pas motivés par la bonne chose. Tu sais, peut-être que je prenais des décisions motivées sur le prestige, l'argent, la croissance et la performance à tout prix, tu sais, ce qui paraît bien aux yeux des autres, mais que dans le fond, c'est pas vraiment ça que moi je souhaite, tu sais. Donc, qui sont des motivations extrinsèques. On se ramène à la théorie de l'autodétermination. Mm-hmm. Exactement. Donc, peut-être que j'ai été axée là-dessus. Puis quand je commence à me demander qu'est-ce qui est important pour moi, c'est plus exactement ça. Fait que ça, c'est un réalignement. Puis ça, les gestionnaires, tant qu'à moi, ne seront pas perdants d'avoir des gens qui sont dans leur poste actuel pour les bonnes raisons. Puis s'ils décident qu'eux autres, après leurs 35 heures qui est convenu, ils arrêtent de travailler, ça veut pas dire qu'ils vont moins bien travailler pendant leurs 35 heures. Ça veut dire qu'ils vont faire un 35 heures qui est vraiment axé sur ce qu'ils veulent, ce qu'ils trouvent important. Non, ils déborderont pas. Sauf qu'en même temps, en débordant pas, ils vont probablement développer moins de problèmes ou de maladies à long terme. Donc, avoir des employés qui sont là pour les bonnes raisons, qui font les choses de la bonne façon, pas nécessairement épeurant et dangereux. Ceux qui se désengagent, c'est là que ça peut être un petit peu plus épeurant pour les gestionnaires, mais je veux vraiment ramener aussi pour eux aussi, là, donc pour ces employés-là. Oui. Donc, les gestionnaires... Parce qu'on a tous besoin d'aimer ce qu'on fait, de se sentir compétent, puis bon, ça revient à ce que tu disais, la performance durable, c'est aussi le bien-être durable quand c'est bien fait, là. Exactement. Mais quand c'est bien fait, quand les bons éléments sont en place. Oui, c'est ça. Oui, exactement. Donc, oui, c'est ça. Fait que les gestionnaires, je pense qu'encore une fois, c'est une question de
se re-questionner. Pour certains, ça peut être épeurant parce que si on est là-dedans, ça veut dire qu'il y a peut-être certains moyens de motivation qu'on employait avant qui ne fonctionneront plus. Donc, si on était vraiment sur, si tu fais des heures supplémentaires, tu vas faire plus d'argent aussi. Donc, si on était là-dedans, si on avait tendance, là, ça marchera plus. Les gens vont dire, je le veux pas. J'arrête. Ouais. Donc, c'est pas ce que je souhaite. Axer, peser sur le bouton de ce qui paraît bien, de prestige, au regard des autres, d'opportunités de carrière. Donc, peut-être que certains leviers que les employeurs connaissaient avant ne fonctionneront plus. Peut-être que si on n'avait pas une approche qui était centrée sur l'humain, il y a des humains qui vont nous glisser entre les doigts, effectivement. Donc là, ça peut devenir inquiétant. Ça peut appeler dans certains cas aussi à une redéfinition des tâches, des façons de faire dans l'entreprise pour qu'on arrive à fonctionner avec des employés qui ne feront plus de temps supplémentaire. Donc, il faut peut-être repenser qu'est-ce que je donne comme tâche à qui. Est-ce que moi, mon entreprise devrait vouloir la croissance et la performance à tout prix aussi? Ça, c'est une très bonne question. Dans un contexte en plus écologique qu'on connaît, puis bon. Exactement. C'est une bonne question. On est vraiment dans les questionnements pour moi de développement durable, autant de ma main-d'œuvre, donc un développement durable de ma main-d'œuvre, que de mes ressources, puis de mon entreprise, puis de mon impact social et environnemental. Oui. Je sais pas si tu as vu, mais il y a Mercer qui ont fait ils ont une étude qui s'appelle Dans la tête des employés. C'est un rapport là, qui est souvent destiné aux ressources humaines. En tout cas, je l'aime beaucoup, puis je te l'enverrai, puis je vais mettre le lien pour les auditeurs. Mais eux, ils ont fait une espèce de timeline là, ou de... D'ailleurs, j'ai vraiment encore des anglicismes, mais les auditeurs sont habitués. Bref, ils ont fait un timeline, puis tu avais un peu, ce qu'on s'attendait d'un employeur au 20e siècle, qui était plus sur le contrat de travail, au 21e siècle, qui était beaucoup sur le développement de carrière, les besoins psychologiques. Puis là, il disait que il y avait comme une rupture post-pandémie, puis que les employés sont à la recherche d'expériences de travail saines. Puis dans saine, il y a tout ce que tu as nommé, tu sais, au niveau de la durabilité, de, human-centered organization, puis tout ça. Fait que je trouve ça intéressant comme manière de le voir. Après, tu sais, ça va falloir continuer à suivre, là, si ça se mesure, puis si ça se confirme, disons, dans le temps. Mais je trouvais que ça faisait écho à beaucoup de choses qu'on observe, qu'on voit. Je sais pas ce que tu en penses. Oui, puis je pense que c'est aussi tout axé sur qui a un peu le pouvoir entre les mains là, en ce moment, selon les forces du nombre. Ce que je veux dire par là, c'est que moi, je pense vraiment que les générations avant nous auraient souhaité les mêmes choses. Tu sais, c'est pas vrai que nos parents, ils voulaient juste travailler, pas s'épanouir au travail, puis avoir que ce qu'ils souhaitaient, c'était nécessairement avoir la même job toute leur vie, peu importe coûte que coûte. C'est juste qu'à ce moment-là, c'est ce que le marché du travail, c'est la situation économique faisait que c'était ça qui était le mieux. Donc, parce que si tu n'avais pas le même emploi toute ta vie, ben après ça, tu recommençais souvent au bas de l'échelle dans tes conditions de travail. Si tu trouvais un autre emploi, ça pouvait prendre du temps. Donc, tu avais ton régime de retraite, qui était des régimes à prestations déterminées dans le temps. Exactement, oui, c'est ça. Un beau input RH, effectivement, d'analyse là, sur la situation. Tout à fait, tu as raison. Donc, eux autres, ils auraient sûrement souhaité, si on leur avait présenté les deux situations, ils auraient préféré pouvoir avoir un équilibre, une conciliation un peu plus facile. La réalité familiale n'était pas la même, mais quand même, tu sais, donc avoir une conciliation plus facile, vivre du bien-être au travail, se sentir reconnu, se sentir écouté. Bref, il aurait préféré ça, mais le contexte faisait qu'ils n'avaient pas le pouvoir de l'exiger. Donc, ils ont mené un mode de vie, ils l'ont fait d'une certaine façon. Là, en ce moment, sur le marché du travail, c'est les enfants de ces personnes-là. Donc, qui ont vu ça, qui ont constaté ça, qui ont probablement fait des observations, vécues par ricochet aussi, conséquence de ça, intégré sans trop réfléchir certaines façons de travailler, certaines façons d'être, et puis qui maintenant sont dans une position où ils peuvent le demander. Ils peuvent dire, ça c'est non, ce mode de vie-là, c'est non. Donc, ils prennent, je suis contente qu'ils saisissent l'occasion aussi de le faire. Mais tu sais, je voulais juste préciser que je pense pas que le bien-être est quelque chose de propre à la génération actuelle, la recherche de bien-être au travail. Je sais que c'est pas ce que tu suggérais, mais les gens, quand on fait des étiquettes générationnelles, je pense qu'il faut aussi se rendre compte de ça, c'est qu'on évolue dans un contexte.
Complètement. Mais juste pour revenir sur le truc de Mercer, c'est plus socialement ce qu'on s'attend comme société a changé depuis la pandémie. Ouais. Mais tu vois, dans ce que tu disais par rapport aux générations, justement, moi, je me dis souvent, les travailleurs seniors sont en mesure maintenant de demander autre chose de la part des employeurs. Tu sais, on dit souvent retenir les travailleurs seniors à l'emploi. OK, mais peut-être qu'ils voudront pas rester aux mêmes conditions non plus. Fait que ça aussi, c'est un bassin de talent important qui change la donne un peu là, dans les organisations en ce moment. Fait que je suis assez d'accord que c'est transgénérationnel. Oui, puis tu as raison parce que maintenant, quand on veut retenir les gens qui sont à l'âge de la retraite, on veut les retenir malgré le fait qu'ils ont le droit d'aller à la retraite, souvent, la réponse qu'on va entendre, c'est « oui, je vais rester, mais ». Oui, là, exact. Ils vont dire « mais je ne travaillerai plus 5 jours par semaine, mais je ne ferai plus ce genre de tâches-là, mais je vais faire juste ça quand je le veux ». Ils demandent la même chose, dans le fond, que les gens qui sont actuellement Exact. sur le marché du travail, mais les deux ont un certain pouvoir démographique. C'était super intéressant comme conversation. Je savais que ce le serait. Je veux pas qu'on se quitte sans te poser une autre question qui est peut-être un petit peu à côté de la conversation, mais qui est quelque chose que j'ai vu dans les articles que tu m'as partagés, auxquels tu as contribué dans ta recherche. Est-ce qu'il faut aimer ce qu'on fait pour être heureux? Est-ce qu'on peut apprendre à aimer ce qu'on fait? Qu'est-ce qui vient avant? Est-ce que c'est l'œuf ou la poule, là, finalement? Une bonne question de conclusion. Hein? Ta question aussi, pour faire un survol rapide là, pour les auditeurs, ta question, elle est basée sur les différents types de motivation qu'on peut avoir envers le travail. La dichotomie la plus simple, c'est motivation intrinsèque, le faire parce que j'aime ça, ou le faire pour les récompenses que ça m'apporte ou pour pas me faire punir. Donc, ça, c'est la dichotomie la plus simple. Il y a d'autres types de motivation entre les deux. Ce n'est pas toujours possible d'aimer ce qu'on fait ou toutes les tâches qu'on fait. Donc, il y a des contextes où la motivation intrinsèque n'est pas possible, mais les études montrent que si on y trouve un sens, si on est d'accord, si on endosse l'importance de la tâche, si on endosse l'importance de la mission, même si j'ai pas de plaisir actuellement, je vais le faire, ça va mener à des bonnes conséquences quand même parce que je comprends, parce que je suis d'accord, parce que je crois en la mission. Bon, donc tout ça. Et puis, on peut être motivé aussi de l'autre côté, pas juste par les récompenses, mais des fois, on est motivé par le prestige, l'ego, parce qu'on veut pas se sentir coupable. Fait que ça, c'est aussi, ça rentre dans externe. Donc, dans les bonnes et les mauvaises motivations, là, si on peut le scinder comme ça. Donc, est-ce que nécessairement on va aimer notre travail? Peut-être pas tout le temps, ou toutes les tâches de notre travail, pas tout le temps. Peut-être que des fois, on va commencer certains projets. Peut-être qu'on va aimer notre tâche de façon globale ou notre poste, mais on va se faire confier un projet qu'on aime moins, puis qu'on a dit oui, puis on va le faire pour pas se sentir coupable, ou on a pris le coup pour l'équipe, puis bon. Donc, là, on est plus dans les moins bonnes motivations. Mais ce que la recherche montre, c'est qu'on peut arriver à intégrer certaines motivations qui sont plus externes au départ. Donc, ça se peut qu'au début, je fasse quelque chose pour pas me sentir coupable, puis le prendre pour l'équipe, puis pour pas que les autres m'en veulent. Mais que si dans mon projet, j'ai une équipe ou un leader qui arrive à me faire vraiment à ce que dans ce projet-là, je satisfasse mes besoins. Merci. Avec le temps, je peux arriver quand même à intégrer le projet, à intégrer ma motivation avec le projet, de dire, ben, justement, c'est pas le plus fun, mais il est important pour l'entreprise. Dans le fond, je vais y contribuer à travers ce projet-là. Dans le fond, je peux développer certaines compétences. Et avec le temps, peut-être pas dire, ben, dans le fond, je le fais parce que je l'aime, mais arriver quand même à ce que notre motivation soit moins externe, tu sais, qu'elle soit plus intégrée, puis comprendre le sens, l'importance, et donc vivre des conséquences positives de notre engagement dans cette tâche-là. Ça revient un peu à ce que tu disais aussi en début d'épisode sur l'importance d'expliquer les décisions, le pourquoi. On parle beaucoup de sens au travail aussi, qui est très, très important, puis qui a un impact sur la santé mentale ou le bonheur, on va mettre ça entre guillemets. Donc, ça fait écho un peu à ce que tu viens de nous partager. Tout à fait. Ben merci infiniment, Jaëlle. Si les gens veulent suivre ce que tu fais, on va mettre certains liens vers des travaux que tu as fait, que tu as eu la gentillesse de me partager, si tu me le permets. Oui. Je vais inviter les gens à te suivre sur LinkedIn aussi. Est-ce que c'est correct avec toi? Oui, le meilleur endroit sur LinkedIn.
Super, bien merci encore une fois, puis je te souhaite une bonne fin de journée. Merci, toi pareillement, puis à tout le monde aussi. À bientôt, bye bye. Bye bye.